Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Enchanteur, enchanteresse, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, coucou mes très chers enchanteurs, et on se retrouve comme chaque deuxième samedi du mois en compagnie de Mimi Mireille, voyage au cœur du tarot. Et ce soir, Mimi nous fait découvrir et nous fait décortiquer la lame numéro 21. Mais avant cela, on va dire quand même bonjour à Mimi. Coucou Mimi. Coucou Alina, coucou les enchanteurs. Ça fait trop plaisir de te retrouver pour cette lame numéro 21. On arrive bientôt à la fin là. Ouais. Oui, nous allons aborder l'avant-dernière lame majeure du tarot de Marseille, à savoir la 21, le monde. Et on terminera le mois prochain avec la dernière lame. Là, c'est merveilleux, ma petite Mimi. Donc, tout un programme, bien évidemment. C'est presque la fin, puisqu'il manque aussi la lame 22, mais on n'en dit pas plus. Et là, donc. Alors, lame 22, non, c'est pas tout à fait ça, vu qu'elle n'a pas de numéro, la dernière lame. Moi, je l'appelle 22, mais c'est vrai qu'elle s'appelle pas 22. C'est l'arcane sans numéro. Certains la posent, la place à la fin, donc après le monde, on va en dire position 22. Et d'autres personnes la placent avant le 1, donc avant le battleur. Donc, qui serait plus ou moins un 1, tu vois. Mais ça, on en parlera le mois prochain. D'accord. Donc là, première partie, et comme d'habitude, on va se connecter à la carte et voir ce qui s'y passe. C'est ça ? Oui. Et avant ça, mon fameux laïus habituel en vous disant que je ne suis pas tarologue. Le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette carte. Alors, je me base sur mes propres recherches personnelles faites par le passé, actualisées concernant le tarot de Marseille. Et mon maître inconditionné et inconditionnel est toujours Papus, même si je m'ouvre à d'autres praticiens. Mais je crois que Papus commence aussi à te happer, Alina, à ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Il y a quelques semaines de ça, j'ai déjà échangé avec Lina, des Demoiselles étranges autour de Papus, et on me disait, elle et moi, qu'effectivement, c'était compliqué de se connecter à ce livre. Et de fil en aiguille, avec échange avec Mimi, la vision de Mimi, je me suis dit, en plus, j'ai le livre à la maison, donc pourquoi je vais pas commencer à le lire, ce livre, en fait? Je l'ai depuis super longtemps. J'avais commencé à le lire, mais je le trouve un petit peu compliqué, parce que forcément, on sait que Papus, il a quand même un bagage assez cadré au niveau de la médecine, donc il y a tout un tas de panels autour de ça qui reste un peu complexe pour mon petit cerveau, et le petit cerveau de pas mal aussi d'enchanteurs, ou même de personnes qui s'intéressent à ce milieu. Et j'ai été agréablement surprise de redécouvrir l'occultisme de cette manière-là. Donc merci Mimi, vraiment, parce que il nous transmet vraiment des tips dans ce bouquin. Je suis en train de lire le bouquin de traité méthodique de magie pratique de Papus, parce qu'il a plein d'autres livres. Mimi pourra vous en parler. Mais ah oui, moi c'est un incontournable. Celui-ci, c'est une Bible, on peut dire, avec tout ce qu'il y révèle. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à son raisonnement. Et personnellement, moi, j'ai besoin de cadre. Autrement, je pars dans tous les sens. Donc, c'est peut-être pour ça que je me retrouve bien avec Papus. Oui, parce qu'il est à la fois terre à terre, et en même temps, il nous montre, il nous emmène dans l'autre monde. Et c'est vraiment un bon cadrage, je trouve. Ouais. Ouais. On aura l'occasion de parler de lui. Évidemment, il en a fait plein. Il a fait énormément de livres. Il a sur différents sujets, il a abordé, expérimenté énormément de choses. Et c'est vrai que pour moi, c'est un incontournable, même si c'est pas le sujet là tout de suite ce soir. Mais je pense que c'est un grand érudit. Et il est vraiment
c'est le must, quoi. Je te comprends maintenant que je le comprends, que je commence à le comprendre, je le perçois. Donc tu n'es pas tarologue, tu aimes bien le dire au début de l'émission, parce qu'on n'est pas en train de faire un cours pour analyser et faire des tirages, mais on est vraiment là pour décortiquer ce que l'on voit concrètement dans cette lame et ce qui peut nous appeler et nous amener à en conclure une certaine émotion lorsque l'on fait peut-être par la suite soit des tirages ou soit tout simplement apprendre à s'amuser à faire des décortiquages de symboles, tout simplement. Oui, le symbolisme a une grande place également, mais ça vous l'avez remarqué avec les autres lames, hein. En fait, ce que j'ai essayé de faire à mon petit niveau, c'est et déjà bien avant la radio, hein, j'avais fait ça. En fait, j'aurais aimé avoir un livre qui aborde les cartes de cette manière-là, et comme je l'ai pas trouvé, j'ai essayé d'y mettre ce que j'aurais aimé trouver, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, chaque animateur a sa propre appétence, a son propre énergie, ambiance, univers, et chaque animateur apporte cette clé-là aux enchanteurs. Et donc, vous voyez, par exemple, Mimi, elle m'a appris vraiment à analyser une carte. Avant, je le faisais pas, ce travail. Je me laissais juste happer comme ça sur le moment, mais je rentrais pas vraiment dans la carte. Et je trouve que ta manière de faire est magnifique. Et on retrouve cela dans Papus, donc je le comprends aussi. Je comprends beaucoup mieux. Oui, ça tombe pas du ciel non plus, hein, ce que je vous raconte, hein. Forcément, il y a quelqu'un d'autre qui l'a expérimenté avant, mais est-ce qu'il a vu forcément à 100% les mêmes choses que moi? Ça, c'est peut-être pas forcément le cas, quoi. Mais on va dire la méthodologie, la façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, là, on est en 2024. Une vraie façon inédite d'aborder une carte du tarot de Marseille, peu importe laquelle, hein, que ce soit une mineure ou une majeure. Je pense qu'une façon inédite que personne n'a expérimenté n'existe pas, quoi, hein. Tout le monde a dû tester déjà par le passé tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui, quoi, hein. Je te confirme. Et imaginez une seule seconde qu'un praticien puisse là aujourd'hui vous révéler que il connaît des choses, qu'il les a créées. Non, il les a apprises et il les enseigne. C'est une grosse différence. Ouais. Oui, même s'il se souvient plus d'où c'est qu'il les a trouvées, tu vois. Mais à un moment donné, il l'a lu quelque part ou quelqu'un lui a expliqué comment faire. Quelqu'un qui pratique déjà, on va dire, hein. Ça vient pas de nulle part, hein, en fin de compte. Ça vient pas de sa tête. Sa créativité. C'est bien aussi d'aborder ce sujet-là dans la carte du monde, je pense, parce que ça ouvre le champ des possibles. Cette carte ouvre le champ des possibles. Mais bon, l'analyse de fin, on le verra à la fin, ce qu'elle signifie. Oui. On va peut-être commencer par que voit-on dans cette carte? Alors moi déjà, avant de commencer, je tenais à dire que pour moi cette lame, elle est très 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 chargée. On a l'impression que la carte est trop petite tellement il y a d'éléments qui sont présents. Je sais pas si ça a cette sensation, Alina. En fin de compte, il y a presque pas de fond, hein. Alors le ressenti que j'ai moi, en voyant la tienne, parce que moi j'ai une carte du monde qui est complètement différente. Déjà, j'ai l'impression en fait que tout est chargé autour du cercle. Tu vois. Alors, oui, par la suite, je te dirai, mais ça s'appelle pas un cercle, ça, hein. D'accord, ok. Moi, je réagis à l'instant. Il n'y a pas de souci, hein. Tu peux le voir comme un cercle, hein. Il n'y a pas de mal, hein. C'est vrai que autour du cercle, c'est chargé, mais dans le cercle aussi, hein. En fin de compte, le personnage prend une grande place dans ce cercle, hein. En fait, c'est le personnage qui prend la place centrale à l'intérieur du cercle. Donc oui. Alors, on parle de ce personnage central. Au milieu, on y voit une femme nue. Il y a juste un voile, un morceau d'étoffe qui passe sur ses épaules à l'arrière.
elle cache pas ses seins, mais par contre, elle cache son sexe vu qu'elle revient sur l'avant, tu vois. Donc ça fait comme une sorte de C à l'envers, le mouvement de ce voile, de cette étole. Je pense que tu peux le confirmer, hein. Tout à fait. Elle est debout sur un pied. Donc ça, tu le vois, hein, la jambe pliée. Eh ben, elle te rappelle pas deux autres lames, Alina, cette jambe pliée là? Alors celle qu'on a vue juste avant, l'étoile, un peu, parce qu'il y a aussi cette histoire non, de jambe. l'étoile c'était encore différent. Elle faisait une sorte de génuflexion. Elle était accroupie, donc elle était en appui sur les orteils et puis une jambe complètement pliée, tu vois. Oui. Non, en étant verticale comme elle. Ça te rappelle personne? Alors je sais que je l'ai déjà vue, c'est sûr, dans une des lames, mais je me souviens plus laquelle. Oui. Alors nous avions l'empereur, mais je le développerai plus bas, hein, la lame 4. Et on avait aussi le pendu, qui avait le même genre de position, mais la tête en bas, avec cette lame 12. Comme si le pendu était le pendant de l'homme, à l'envers, et elle fait la même chose en tant qu'être féminin, à l'endroit. Alors on va voir ça par la suite, hein. Mais tu vois, il y a cette particularité, il y a que 3 lames qui ont ce mouvement de jambe dans le tarot de Marseille. D'accord. La 4, la 12 et la 21. Ok. Alors et on va continuer toujours avec elle. Dans sa main gauche, donc à droite sur la lame, elle a quoi dans sa main, selon toi? Pour moi, c'est une baguette. Elle a une sorte de baguette, oui, une baguette. Hein. Et la baguette, c'est quel élément, tu le sais? Bah oui, l'air. L'élément air, mais c'est aussi l'élément masculin, la baguette. D'accord. En plus d'être l'air. Et dans sa main droite, donc à gauche sur la lame, tu as pu voir ce que c'est, malgré que c'est un peu petit? Ah oui, je vous ai dit, les amis, en fait, je demandais à Mimi qu'elle décortique elle, mais elle m'entraîne quand même à vouloir décortiquer, hein. C'est énorme. Bah, autrement, c'est pour éviter le monologue. C'est pour ça que je te pose des questions. Je me suis dit, si tu veux, je peux tout dire d'un coup. Non, je me disais, c'est la dernière à 2, donc je me suis dit, je laisse la place à Mimi à 100%, tu vois. Donc, ok, bah écoute, je peux prendre à 100%. Donc je vais te répondre à ma question. Elle a une sorte de fiole dans la main, et la fiole, c'est l'élément féminin. Donc en fin de compte, dans ces deux mains, tu peux dire qu'il y a l'élément masculin et l'élément féminin qui sont présents chacun dans ses mains. Est-ce que tu crois que le sens des bras ont une importance au niveau symbolique? Non, je pense pas. En tout cas, j'ai pas fait de recherche plus poussée sur les bras. Hein. Comme on a tous des bras, et puis forcément, s'il y a 2 objets et qu'on décide d'en prendre un dans chaque main, ben on va prendre ce qui est devant chaque main. On va peut-être pas forcément se poser de questions. Je prends le masculin dans la main droite ou dans la main gauche, peu importe, hein, et l'inverse pour l'autre main. Hein. Je pense qu'on le prend en fonction de comme c'est posé, tu vois. Et comme on parlait donc de la baguette tout à l'heure, donc élément air, si on parle de la fiole sur la main gauche, on parle de l'élément eau, donc communication, air, émotion. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc on va arriver autour du personnage, ce que tu appelles cercle. En fait, ça s'appelle une mandorle. Et là, c'est une mandorle tricolore. Par contre, elle n'est pas bleu, blanc, rouge. Elle est jaune, rouge, bleu, si tu as bien vu. Avec deux espèces de liens en haut et en bas rouges. Hein. Alors, je sais pas trop en quelle matière elle est faite, cette mandorle, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on dirait des plumes. Je sais pas si tu as aussi cette sensation. Alors moi, et si les enchanteurs ont la même. J'avais pensé à une tresse, de la corde, mais surtout à une tresse de cheveux aussi. Ah, il faut de sacrés cheveux, hein, pour
à être tout autour d'un personnage humain, tu vois. Mais je pense à une tresse de cheveux, ou à une corde en fait, une corde entremêlée comme ça. Ça ressemble un petit peu au bracelet qu'on faisait quand on était petit, avec les Scooby-Doo. Ah oui. Tu vois. Mais tu vois, on a tous un autre ressenti. Moi, je pensais à des plumes, tu vois. Mais c'est vrai aussi, des plumes. Et puis bon, les liens, comme je te disais, en haut et en bas, sont en forme de croix. Ça fait un X, tu vois. Oui. Alors maintenant, on va aller de chaque côté de cette femme. Donc on va commencer en haut à gauche, ou en haut à droite, tu vois, et en bas à gauche et en bas à droite, on voit qu'il y a 4... on va dire personnages pour le moment on a l'impression qu'ils sont derrière elle. Donc en haut à gauche, on peut dire que c'est un ange vu que c'est on va dire un personnage humanoïde avec des cheveux longs. Et pourquoi ange? Parce que on a l'impression à cause de ses ailes, tu vois. Et on a l'impression que les deux personnages du haut sont sur une sorte de nuage. Le personnage est habillé en bleu et blanc. Ses ailes sont rouges, comme je te l'ai dit. Et au-dessus de sa tête, on voit qu'il y a une auréole rouge. Tout à fait. C'est un ange particulier quand même, on dirait quand même. Parce qu'avec une auréole rouge, c'est quand même plutôt rare. Oui, et puis avec des cheveux longs aussi, alors qu'on dit toujours que les anges sont asexués, même si certaines personnes disent que c'est pas vrai. Mais là, je ne m'aventurerai pas sur ce sujet-là parce que je n'ai pas assez de recul et de connaissances concernant les anges. En haut à droite, on laisse cela à Yabiyum. Oui, je pense que Yabi nous fera une émission sur les anges entière et nous développera peut-être le sujet, pourquoi pas, une émission de 2 heures, je pense que ça peut tenir, avec tout ce qui existe comme anges, archanges et séraphins et chérubins et je pense qu'il y aurait de quoi faire. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, je pense que comme toi, en fait. À part entière. Alors maintenant, on va aller voir le personnage de droite. Alors là, on voit que c'est déjà un animal. Il est également sur un nuage. Alors, est-ce que c'est un phénix ou un aigle? Ça, je ne saurais dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un corps jaune, des ailes bleues, et il a également une auréole plus petite que celle de l'ange, mais également une auréole rouge. Oui, tout à fait. Il est magnifique. Oui. Alors, autre chose que je ne sais pas si tu as fait attention, mais on a l'impression que le phénix ou l'aigle regarde l'ange, alors que l'ange regarde vers le bas. Oui, l'ange regarde le personnage. Oui, tout à fait. Et on va dire l'oiseau, que ce soit un oiseau réel ou fantastique, regarde l'ange. Et comme si en fait la puissance du regard de l'oiseau est transmise à l'ange, qui lui-même le retransmet au personnage. C'est ça. Possible, un oui. jeu de regard. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis là. Donc tout émane en fait de l'animal de base. Tu regardes les deux animaux en bas. Oui. Ils ont aussi un jeu de regard, Mais pas le même. Pas le même. Mais par contre, le personnage, lui, regarde le taureau. Alors ça c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas réussi à définir si c'était un bovin, un taureau, un bœuf ou un cheval. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est un peu compliqué. Vu comme ils sont disposés là, j'ai un peu séché, on va dire. Par contre, sur son dos, on voit qu'il a des sortes de plumes aussi. Et il est de couleur chair, cet animal. La même couleur que le personnage en plus. Oui, même couleur que le personnage central. Et si tu vas sur la droite de la lame, là tu vois un animal jaune
qui a également une auréole jaune, qui est alors chevelu ou poilu, peu importe comment on va le définir, mais on voit que il a une belle toison bien fournie et il a également des plumes sur le dos. Oui. Par contre, ils sont dos à dos. Je sais pas si tu as fait cette autant les deux autres sont, on va dire, à moitié face à face, vu que un regarde l'autre et l'autre regarde vers le bas, mais on voit bien les visages qui sont positionnés plus ou moins pareils, alors que là, ils sont vraiment dos à dos, ces deux animaux. Hein. C'est vrai. Et ils ont chacun la tête inclinée, enfin surtout celui qui est soit taureau, bœuf ou cheval, hein, il a sa tête inclinée et il regarde sur la droite, alors que le lion, lui, il regarde plutôt droit devant lui, tu vois. En plus, je sais pas si tu as fait attention, mais ce taureau, bœuf, cheval là, on a l'impression qu'il louche dans son regard. Oui, c'est vrai que son regard n'est pas vraiment franc, quoi, vraiment fixe. Ouais, qu'il y a un souci au niveau du regard, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que c'est une double vue? Est-ce que c'est une vue dans le sens médiumnité? Tu vois, on sait pas trop. Hein. Et l'animal du haut, qui est tourné vers l'ange, lui, on voit qu'un œil, contrairement aux autres, où on voit tous leurs deux yeux. Exact, ça fait l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Oui, je te dis, pour moi, cette lame, c'est pas qu'elle est dérangeante, mais elle est vraiment chargée pour moi. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a trop d'éléments et qui s'entrechoquent, qui s'étouffent les uns aux autres. Tu vois, ça déborde du cadre à certains endroits, d'autres fois c'est contre le cadre. Je trouve vraiment qu'on a l'impression que la carte elle est trop petite, quoi. Et puis on va peut-être s'intéresser maintenant aux couleurs. Hein. Alors là, moi j'ai eu un peu de mal pour dire laquelle était dominante. J'ai quand même eu un penchant pour le blanc, pour la couleur dominante, comme elle est dans le fond, elle est dans les nuages, on en voit un petit peu dans le personnage de l'ange, on en voit également sous la mandorle, là où les animaux sont dos à dos. On a l'impression aussi que ce fameux aigle phénix a une barbichette, donc blanche, hein, justement. Donc pour moi, j'ai quand même tranché en fonction du blanc. Je sais pas ce que tu en penses. Alors là, je pense totalement comme toi, le blanc. Ouais. Alors le blanc, on sait que c'est l'opposé du noir, mais c'est pas que ça. Hein. C'est la transfiguration, la révélation, la grâce. Et je pense que ces trois mots reflètent bien cette lame, parce qu'il va se passer quelque chose. On se doute que, vu le nombre de personnages présents, forcément il va y avoir quelque chose, quoi. Hein. On sait aussi que le blanc, c'est un symbole d'initiation, de passage d'un état à un autre, le début d'un cycle, le futur. Donc là, tout nous indique qu'il va avoir quelque chose, qu'il va y avoir un changement, qu'on va aller vers la lumière, vers la pureté. Et on parle aussi de divin avec le blanc. Et entre les trois auréoles, la mandorle, qui sont et l'ange, qui sont des symboles, on va dire religieux, célestes. Je parle religieux au sens large, hein, pas forcément catho. Hein. On se sent bien, on le ressent bien que la pureté, le divin, la révélation, la transfiguration, c'est là, c'est présent. Hein. On va pas le nier. Hein. Je te confirme, totalement. Et maintenant, on va aller du côté de la couleur chair. Hein. Donc, c'est celle que j'ai mis en deuxième position. Donc, cette couleur chair, c'est
on peut dire que c'est la couleur de la peau. Bah ça, on le voit bien avec notre personnage central, le visage de l'ange, même s'ils ont également leurs cheveux de cette couleur-là. Mais en fait, ça va plus loin. Alors déjà, on parle d'incarnation, de condition humaine. Elle n'est ni positive ni négative, c'est plutôt en lien vers le psychisme. Donc on peut dire que malgré la forte présence du divin, de la transfiguration, on est quand même bien ancré parce que cette couleur chair est quand même très présente, et on voit bien que elle donne une certaine paix, une certaine sérénité, et elle représente aussi le présent. Ensuite, j'ai relevé la couleur jaune, qui est bien présente. Donc le jaune, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est l'explosion, c'est le mouvement. Et on voit bien qu'il y a un mouvement avec ce jaune. Si tu pars du phénix, ensuite sur le côté opposé, puis tu le retrouves au milieu, puis il descend sur la droite, tu vois, ça fait comme une courbe, tu vois, et on voit bien ce mouvement dans ce jaune, et ce jaune, malgré tout, attire l'œil. Le phénix, il passe pas inaperçu avec son corps jaune. Et ça, là, on voit que ce jaune nous évoque aussi la fertilité, comme chez les anciens Chinois, tu vois, parce que on voit que la vie est là, qu'elle est vraiment bien présente, et les personnages, même les plumes, bon, moi je vois des plumes, mais même le sol où elle a son pied, tu ressens cette fertilité ambiante, ce côté richesse, tu vois. Et si on va voir du côté de nos amis alchimistes, eux, leur but c'était de transformer tous les métaux en or, et l'or c'est jaune aussi. Donc on se rend bien compte que de la chaleur, de la présence de ce jaune, et c'est pas pour rien qu'on attribue le jaune au roi comme au divin. Le soleil, c'est vraiment cette couleur par excellence. Donc avec le jaune, on se rend compte que le côté divin, céleste, terrestre, chaleur, tout est présent, quoi. Maintenant, le rouge et le bleu sont à peu près équivalents, donc il faut trancher. On va commencer par le rouge. Donc le rouge, tu sais, c'est en lien avec le matériel. Elle symbolise l'énergie, la puissance, et c'est aussi la couleur de l'amour, de la passion. On n'est pas indifférent, quand il y a du rouge quelque part, on le voit tout de suite. Il laisse pas en paix. Il y a également un mouvement intérieur, quelque chose de puissant qui se passe, quoi. Et ça a vraiment un fort impact au niveau physiologique, ce rouge. Et le rouge, tu le sais, souvent associé à la sexualité, à la chaleur, à l'action, à l'énergie, au masculin. On revoit le masculin. On l'avait vu au début avec la baguette. Tu te souviens, Alina, où je te disais ça représente l'élément masculin, oui, mais le rouge aussi. Et en fin de compte, c'est l'esprit, c'est la vie, c'est le sang, c'est vraiment l'énergie pure, quoi. Mais ce qui est quand même étrange, si c'est une énergie purement masculine au niveau symbolique de ce qu'on perçoit, pourquoi mettre une femme au centre? Oui, mais elle n'est pas purement énergie masculine. Tu oublies le bleu, Alina. Oui, c'est vrai. Le bleu est la couleur en lien avec le féminin, la féminité, la passivité, avec l'âme, avec la nuit.
le secret, les sentiments, la spiritualité aussi. Et elle apaise cette couleur, contrairement au bleu. C'est aussi en lien avec les fluides, tu vois, les choses qui circulent. Donc tu vois, ok, le masculin, il est présent, il en faut, il y a quelques touches par-ci par-là, mais ça fait un peu comme le yin et le yang, qu'il faut trouver ses polarités, parce que tu prends une femme, même si elle est pleinement et entièrement femme, elle aura aussi tu vois, en elle, il y aura aussi le yin et le yang. Et pareil pour un homme, tu vois. Et je pense que cette lame nous montre peut-être de comment trouver cet équilibre, tu vois. Alors nous sommes arrivés à la fin de la première partie, à moins que tu voulais rajouter quelque chose d'autre concernant le symbole des couleurs. Par contre, tu vois, il n'y a pas de vert dans cette lame. C'est vrai, il n'y a pas de lait, oui, il n'y a pas de vert. Il n'y a pas non plus de petites touffes donc de nature, quoi, par rapport aux autres. Mais la nature est présente par les animaux. Oui. Ou les plumes, je pense. Et donc, on va faire une petite pause musicale, les amis, alors. Ben oui, moi, je pense que tu vas nous choisir quelque chose de beau en lien avec cette lame. Avec le monde. Le monde magique. Alors, on fait une petite pause et puis on se retrouve juste après Mimi. Avec grand plaisir, Alina. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Eh bien, on se retrouve, mes très chers enchanteurs, pour la deuxième partie de cette merveilleuse émission avec la lame numéro 21, la lame du monde. Tu es toujours là, ma petite Mimi ? Non, je suis partie. Ah bah voilà, ça y est, elle me fait la blague à chaque fois maintenant. Ça y est, c'est du Mimi maintenant. Voilà. Et puis Mimi, elle aime bien ce jingle aussi, donc au moins comme ça, on l'utilise beaucoup. Mais non, je suis là. Je sais, tu taquines. C'est aussi le monde, on taquine. Voilà. Alors, de quoi tu vas nous parler de merveilleux pour cette deuxième partie ? Alors maintenant, on va voir les chiffres et les nombres qui sont présents sur cette lame. Et on va commencer par le chiffre 1. Et oui. Et je pense que tu sais à quoi je fais référence en parlant du 1. Du personnage. De toute façon, du personnage, mais il n'y a pas que le personnage. Il y a un animal à chaque fois. Oui, alors moi j'avais relevé plus le personnage central, ça on est raccord là-dessus, mais il y a une mandorle et il y a un ange. Oui, j'allais aussi en venir, il y a aussi un ange. Oui. Alors bon, le 1, vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter, c'est le règne minéral, c'est l'immobilité, c'est le stade initial, c'est le commencement dans la matière. Le 1, c'est aussi en lien avec la création, dans l'amour. On peut dire que 1 est tout et tout est 1. Et tu te souviens, Alina, le 1, c'était le battleur, c'était la première lame qu'on a fait ensemble, et ça représente la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et le 1 est en lien avec le divin, avec le commencement. Donc on peut dire que on a atteint ce 1, et on le sent bien en arrivant à la fin là, que le 1 est fortement marqué du lien avec le divin aussi, quoi, avec son côté spirituel, tu vois, tout est là. Et aussi, on peut dire, tu faisais une allusion avant avec l'œil d'Horus, mais on peut aussi faire par rapport au phénix, tu te souviens là? Oui, tout à fait. On peut aller voir aussi nos amis francs-maçons qui, eux, avaient l'œil au centre du delta lumineux, tu sais, autrement dit, l'œil de la connaissance, l'œil qui voit tout. Tout est là, dans ce 1 qui est représenté dans cette lame. Alors après, moi, j'ai vu l'œil d'Horus parce que tu m'as quand même orienté sur le fait que le phénix ou l'aigle,
ne voyait qu'un œil, parce que moi sur le moment j'ai pas aperçu. Ouais. Bah tu vois bien qu'il a sa tête tournée, il est oui, vraiment de profil. Hein. Mais c'est après que ça m'a donné le retour de me dire, attends, on dirait l'œil d'Horus, quoi. Ouais. Même le visage du dieu rat, hein. En fait, hein. Parce qu'il a il a une tête d'aigle. Et oui. Donc il y a de l'Égypte aussi là-dedans. Il y a tout dans le tarot. Oui. Tout ce qu'on veut y voir est présent. Alors maintenant, je suis allée du côté du 3. Alors le 3, pourquoi ? Parce qu'il y a 3 animaux. Hein. Et c'est pas plus mal qu'il y a le 3, parce qu'on est vraiment dans le règne animal avec le 3. Alors tu te souviens, hein, je te l'ai expliqué plusieurs fois, le 3, c'est 2 courbes. Et l'animal, donc il est relié aussi bien à la terre et au ciel. Et on le voit bien avec ces 2 animaux, le bœuf, taureau, cheval ou le lion. On voit bien que ce sont des animaux terrestres, alors que le phénix aigle avec ses ailes, lui, il est sur terre et dans le ciel. Et ce qui nous amène à dire que l'animal n'est pas attaché au ciel ni à la terre. Il est uniquement dans l'émotion, et on peut dire qu'il en est même un petit peu esclave, quoi. Hein. Et on le voit bien dans le comportement. Hein. Quand tu étudies les animaux, tu te rends compte que ils vivent en fonction de leurs besoins. Hein. Et ils se posent pas 36 000 questions comme nous. Hein. Si tu vas voir du côté de nos amis hébreux, le 3, c'est le guimel, hein, la lettre qui représente le chiffre 3. Et le guimel, c'est en lien, c'est celui qui érige, tu vois, la loi essentielle. Donc là, tu y retrouves l'esprit actif qui crée, le corps passif qui est créé, l'âme qui est à la fois active et passive. En fait, elle est dans un état intermédiaire. Mais de dire ça, le guimel à cet endroit-là, hein, avec ces notions de loi essentielle, n'est pas anodin, parce que on l'a bien vu aussi avec la couleur et les objets de notre personnage, vu que on avait dit que le masculin est actif, donc la baguette et le rouge, et le féminin est passif, le bleu et la fiole, tu vois. Donc on le retrouve même dans le nombre d'animaux présents. Effectivement. Alors maintenant, on va passer à 4. Alors 4, c'est le nombre de personnages qui sont présents dans les 4 angles. Et les 4 angles, on peut dire que c'est comme des carrefours, tu vois. Et grâce à notre libre arbitre, on peut choisir si on veut aller en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, tu vois. C'est si on veut rester dans le stade animal, ou si on veut devenir plus sage, si on veut s'élever, tu vois. Et en fait, on peut aussi parler des 4 points cardinaux, des 4 vents, des 4 phases de la lune, des 4 saisons, des 4 éléments. Le 4 est un chiffre qui est riche. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont derrière ce 4. On peut même aussi dire que le 4 est en lien avec le terrestre. La totalité du monde créé est révélée, tu vois. Donc on a vraiment tout est là dans ce 4. Et si tu regardes le tétrate pythagoricienne, la tétrate, c'est pas là, la tétrate, ça correspond au 4 qui constitue le cosmos, la justice, l'âme du monde.
Donc là, tu vois bien que à nouveau, tu as le céleste et le terrestre qui sont alliés aussi dans ce 4. Je t'écoute, hein, t'inquiète. Oui. Mais des fois, je laisse un petit blanc pour voir si tu veux rajouter quelque chose. Ah, d'accord. Apparemment pas, alors je vais continuer. On va passer au 5. Alors 5, c'est le nombre de tous les personnages qui sont présents. Et le 5, c'est un symbole d'ordre et de perfection. Donc on pense, on voit bien que tout est ordonné, chacun est à sa place, tu vois, un dans chaque coin, plus un au milieu. Donc c'est vraiment ordonné et on peut dire que c'est symétrique, équilibré, donc on est en lien avec une certaine forme de perfection. On peut aussi penser à l'étoile à 5 branches ou le pentacle. Ça, je pense que ça te parle un peu plus, Alina, le pentacle. Ah bah oui, à qui ça parle pas le pentacle, hein? D'ailleurs, différence, pentacle, pentagramme, dans le mot, il y a la différence, il y a la réponse. Je te laisse l'exposer, parce que je sais que tu le fais très bien. En fait, grâce à Mimi, comme vous le savez, de plus en plus, je découvre et décortique les choses. Et donc, dans le mot pentacle, on sait que c'est le pentagramme avec le cercle autour, mais comment se souvenir que c'est ça? Parce que dans pentacle, il y a le C de cercle. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est le pentagramme plus le cercle. Donc cette fameuse forme magique qui permet de se connecter au tout quand on fait nos rituels, etc. Alors que le pentagramme, en soi, c'est une étoile à 5 branches. Et quand vous n'avez pas le C à l'intérieur du mot, il n'y a pas le cercle. Voilà. Oui. Donc je fais ça pour plein de choses maintenant. Tu vois, c'est chouette, hein. Ça fait un petit moment que je le fais, hein. Oui. Et dans le pentagramme, on y voit les symboles des 4 éléments. Tu as l'eau, la terre, le feu, l'air, et on ajoute quoi? Le souffle de l'esprit divin, qui est créateur. Oui. Donc, esprit égale souffle divin, tu vois. Et là, la boucle est bouclée, tout est présent. Et ça ressemble à l'homme, en fait, à l'être humain. Oui, complètement, hein. Donc on est les 4 éléments plus le 5e. Voilà. Et ça, c'est intéressant de le dire et très important de le dire, parce que souvent les gens, quand ils pensent aux éléments, ils pensent toujours à l'extérieur. Alors que on a déjà les éléments à l'intérieur de nous. Sauf que... parce qu'on peut même aller plus loin. L'homme, il est... le 5 qui est dans cet homme, c'est l'homme conscient, c'est l'homme sage, tu vois. Et cet homme, il a transcendé sa nature animale. C'est pour ça que je te disais que l'animal il répond à ses besoins, alors que l'homme, il a transcendé le stade animal et il est devenu spirituel. C'est la quête d'une vie, en fait, d'aller à la rencontre de ce spirituel et pas de rester dans le côté de ses besoins, de ses envies, tu vois. Oui, de ses besoins primaires, quoi. Voilà. Terrestres. C'est clair. Et le 5, je te l'avais aussi déjà expliqué, il me semble, avec sa courbe qui va vers le bas, ça veut dire que l'homme aime la terre et ses habitants, tu vois. Et ce 5 a vraiment une grande symbolique, hein. Et pour preuve, si tu regardes l'homme de Vitruve, tu sais que Léonard de Vinci a fait cette fameuse représentation de l'homme là qu'il a. On voit bien que aussi que le 5 est bien présent dans cette œuvre là au niveau symbolique, hein. Et c'est aussi le symbole de l'univers avec ces 2 axes, tu vois, horizontal et vertical, en passant par le même centre, hein, qui symbolise l'ordre et la perfection. Et si tu prends ce fameux homme de Vitruve, tu retrouves également un pentagramme à l'intérieur. C'est vraiment, si tu veux aller jusqu'au fond des choses.
tu peux voir beaucoup de symbolisme partout, quoi. Hein. En fait, tout est symbole, quoi. Dans notre oui, regard, oui, tout complètement. Hein. C'est magnifique. Et on va terminer avec le 21. Alors le 21, c'est la transformation en lien avec nos expériences passées. En fait, ça va peut-être te paraître un peu cucu ou bateau, mais je dis toujours mon passé fait ce que je suis dans le présent. Et c'est totalement ça, parce que ce que tu as vécu par le passé, te transforme et tu deviens qui tu es dans le présent. Hein. Et c'est totalement ça avec cette lame. Et tu vois aussi qu'il y a avec cette lame, mais surtout le chiffre 21. Et il y a aussi un lien avec la créativité et le dévouement. Alors c'est pas cucu déjà pour commencer, hein. C'est jamais cucu, moi je te le dis. Et je trouve ça même hyper pertinent de le préciser. Moi je disais cucu dans le sens où je me répète toujours en disant les mêmes choses, mais en fait je dis ce que je pense à chaque fois, tu vois, et comme je le pense, c'est tout. Et puis ça peut donner peut-être l'impression de radoter, tu vois. Pas du tout. Bien, merci ma petite Mimi pour cette superbe partie numéro 2 autour des chiffres et des lettres. Des chiffres et des nombres. Je veux le dire. Puis j'ai été calme jusqu'à présent, vous avez remarqué, je suis calme aujourd'hui. Hein, j'ai remarqué, c'est plus facile pour moi. D'accord. Pourtant, Mimi, toi aussi, tu as une personnalité très expansive de base, tu m'en avais parlé. Oui, mais quand j'essaye de faire la part des choses, quand je dois faire quelque chose sérieusement, je mets ce côté-là de côté. Oui, pour moi, c'est plus compliqué encore. Ouais. Enfin bref, les amis, donc on se laisse pour une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la partie 3. À tout à l'heure, Mimi. À tout à l'heure, Alina et les enchanteurs. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Eh bien, mes très chers enchanteurs, après cette petite pause musicale, on se retrouve pour la partie 3 du voyage au cœur du tarot avec Mimi. Recoucou. Recoucou Alina et les enchanteurs. Est-ce que tu veux bien me refaire C'est parti mon kiki. Ils vont pas comprendre de quoi il s'agit, les enchanteurs. Eh ben, ils auront qu'à écouter l'émission spéciale du 7 juillet, qui sera la dernière de la saison pour les bêtisiers. Et voilà. Et ben voilà. Non mais, ce serait bien aussi que tu le fasses, Oui, mais... Faut que tu me refasses la phrase comme tu l'avais fait avant. Ok, alors on va faire un truc, les amis. Voilà, on est un petit peu dans un petit délire. On est le soir, on est entre nous, tranquille, farniente. On s'est dit, c'est la dernière en duo, donc il faut que ce soit un petit peu plus, peps. Donc, c'est parti, ma petite Mimi. C'est parti, mon kiki. Yeah. Pour la partie numéro 3. Oui, qui est en lien avec certains mots que je vais vous décortiquer, ainsi que l'hébreu. Tout un programme, les amis, donc prenez de quoi noter. Alors, on va commencer par parler des anges. Alina, tu as vu l'ange, j'arrête pas d'en parler depuis le début. Oui, tout à fait. Alors, je me souviens de mes cours de grec ancien et d'hébreu ancien. Donc, en grec ancien, on dit angelos, qui veut dire messager, et en hébreu ancien, on dit malak. Et malak, ça veut dire ange et messager. Donc, autrement dit, l'ange est un messager. Il existe différentes catégories d'anges. Ils sont classés en 9 groupes, à savoir les séraphins, les chérubins, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange et ange. Mais si Yabiyoung nous fait une émission concernant les anges, je pense qu'elle développera bien mieux que moi ce qu'est un ange.
Et évidemment, on le retrouve dans toutes les traditions, hein, ce fameux ange. Et moi, je vais parler plus particulièrement de Cupidon. Alors, Cupidon a comme attribut l'arc et la flèche. Il est le dieu de l'amour, il est le fils de Vénus et de Mars. Il est représenté sous la forme d'un ange. Souvent, on parle il a plus quand même des caractéristiques masculines, malgré qu'on dit que les anges n'ont pas de sexe, mais ça, j'en sais pas trop. Peut-être que Yabi pourra plus nous éclairer, hein. Et l'homologue grec à Cupidon est Eros. Alors, Cupidon est capable de répandre l'amour autour de lui. Il symbolise le coup de foudre, la passion soudaine, mais aussi passagère, hein. Cupidon est souvent représenté comme un personnage avec des ailes. Des fois, on le voit comme un enfant, un chérubin ou un ange, et qui est en train de lancer une flèche qui va rendre amoureux toutes les personnes qui touchent. Et il y a une légende qui se raconte à propos de Cupidon, hein. Sa mère chargea de Cupidon de rendre amoureuse Psyché du mortel le plus méprisant, car elle était jalouse de sa beauté. Ce que sa mère n'a pas prévu, c'est que Cupidon tomba amoureux de Psyché, involontairement en se blessant avec une flèche, et il la cacha dans son château. Je sais pas si tu étais au courant de cette histoire-là. Alors, pas du tout, non. Alors forcément, comme Cupidon ne m'intéresse pas, je ne développe pas son histoire, c'est normal. Mais moi, je trouve qu'ils sont fascinants, ces dieux romains, mais pas que les Romains, hein, les Grecs, les Égyptiens. Je trouve que chaque mythologie apporte quelque chose. Et c'est vrai que j'ai un faible pour la romaine, mais ça, je pense que vous l'avez remarqué. On va passer au lion, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, le lion... lui tout seul, il symbolise beaucoup de symboles contradictoires. Il est à la fois la domination, la grâce, la force, et aussi une certaine agressivité. Mais par contre, il a la défense aussi. Il a ce côté protecteur, puissance aussi, mais dans le sens courage, tu vois. Il a les deux côtés en même temps en lui, hein. Et il se raconte qu'il peut regarder le soleil en face sans ciller du regard. Autrement dit, ce serait le seul qui peut regarder le soleil en pleine face sans avoir mal aux yeux. Si tu vas en Asie, il y a de grands lions en pierre qui gardent l'entrée des temples bouddhistes, hein. On les appelle les karachishi. Alors j'en ai mis également une représentation dans le plan. Il en existe plusieurs, hein. Moi j'en ai choisi une, hein. Et le lion incarne le pouvoir, la sagesse, la justice, mais avec excès, cela se transforme en orgueil. Donc tu vois, avec le lion, il y a, on va dire, le lion lumineux et le lion sombre. Oui. Et ça, je pense que tu peux même le confirmer au niveau astrologie, hein. Ah je confirme. Oui. De toute façon, dans chaque signe, hein, il y a... Oui. Voilà. Donc, oui. Le lion est consacré à Vulcain, donc dieu du feu, hein, c'est pas étonnant, hein, le lion. Le lion est aussi le symbole solaire. C'est aussi l'emblème de l'évangéliste Marc pour nos amis cathos, hein. Et plus couramment, ça on l'apprend déjà depuis petit, on dit que le lion, c'est le roi des animaux. Oui.
Alors on va passer au bœuf taureau. Alors le bœuf, son symbolisme, c'est la bonté, le calme, la force paisible, mais aussi la puissance du travail, du sacrifice aussi. Hein. Pour les Grecs, le bœuf est un animal sacré. Je ne sais pas si tu le savais. Et oui. Non, du tout. Il est souvent immolé lors des sacrifices. Apollon avait des bœufs, mais Hermès, lui, il lui a volé, il les a dérobés. Hein. Et pour se faire pardonner, Hermès donna une lyre à Apollon. Et c'était une lyre spéciale, hein, parce que en fait, c'est lui qui a inventé cette lyre, et il l'a fait avec une peau et des nerfs de bœuf tendus sur une carapace de tortue. Et oui, c'est un truc de fou en fait. Ah oui, c'est Hermès, il a ce côté-là, hein, où il fait des trucs et après t'as l'impression qu'il regrette, alors il essaye de se faire pardonner. Il est un petit peu foufou quoi, comme le bébé voilà. Quoi. C'est j'y vais puis après je réfléchis. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Et en plus, il apprend pas de ses erreurs parce qu'il recommence. Ah oui, ça il vit l'instant présent, lui, par contre, hein, sans se poser de questions, et après il réfléchit. Le taureau, lui, par contre, c'est le symbole de la puissance, mais aussi de la fécondité, de la fertilité, hein. Et dans le zodiaque, il est en lien avec Vénus, et par extension, on peut dire l'amour aussi, hein. Là, je pense que tu me contrediras pas non plus, hein. Non, mais je te contredis rarement, hein. Je remarque. Et dans la mythologie égyptienne, par exemple, et puis dans d'autres aussi, le taureau, il est associé à la fertilité. Alors on va voir l'aigle maintenant, à moins que tu voulais rajouter quelque chose concernant le bœuf et le taureau. Le taureau, comme j'ai déjà dit, représente également la noblesse. Ouais. Voilà, et c'est important de le savoir, représente le corps aussi, dans toute sa beauté. Donc quand vous avez un chiron en taureau, par exemple, dans votre thème, vous devez travailler votre corps, en fait, accepter votre corps comme il est, et l'aimer, en fait. D'accord. Donc tu vois, ça fait un élément supplémentaire. D'où aussi la dernière nouvelle lune qu'on a eue, qui était en taureau, et c'était ce travail-là qu'il fallait faire, un travail d'acceptation de son corps. Donc tu vois, le corps du taureau, c'est important, quoi. Oui, je comprends. Alors on va passer à l'aigle. Alors l'aigle, c'est la puissance et la combativité. C'est aussi la guerre, la victoire. Tu sais, hein, tous les grands de ce monde, ils ont voulu prendre l'aigle comme symbole. Tu le vois bien avec Napoléon. Napoléon, il a choisi l'aigle pour symboliser ses victoires. L'Allemagne nazie, ça c'est moins glorieux, mais ils avaient aussi l'aigle qui est devenu le symbole du rassemblement de Nuremberg, justement par les nazis, hein. Mais ça date pas que de notre ère, hein. Si tu vas en Rome antique, il a été également l'emblème de César, hein. L'aigle, c'est un oiseau solaire, hein. On peut dire, avant on parlait du lion qui était le roi des animaux, mais l'aigle c'est le roi des oiseaux, quoi, hein. Et on peut dire que l'aigle il tue les serpents et les dragons. Il y a vraiment une grande force dans l'aigle également, hein. D'accord. C'est intéressant. Et c'est pas pour rien, c'est pas anodin que les personnes, justement on va dire les chefs d'État ou les chefs de guerre, s'attribuent l'aigle comme symbole, tu vois. C'est pour montrer leur force. Ils sont, autrement dit, tu peux dire, qui pensent qu'ils sont aussi puissants que l'aigle, tu vois, aussi forts que lui. Alors on va aller voir du côté de la femme maintenant, hein. Au milieu, on a donc cette femme dans la mandorle, là. Alors
L'homme et les grands dieux sont souvent associés au soleil, l'astre du jour par excellence, alors que la femme, on l'associe à la lune, la reine de la nuit. Ça, je t'apprends rien. Elle symbolise également la fécondité. On dit souvent qu'elle a un pouvoir et que ses pouvoirs sont redoutables. Elle a des relations privilégiées avec la magie et le monde invisible. Alors je vous ai mis des représentations des plus grandes magiciennes ou prophétesses. Alors j'ai mis une représentation de Circé. Circé, on ne la présente plus, Alina. Non, on la représente plus. Oui, et j'ai mis une représentation également de Sibylle. Donc, on sait bien que c'était de grandes femmes dans l'Antiquité qui avaient une grande place et une grande importance. Au Moyen-Âge, on a chamboulé tout ça. Il y a eu ce fameux livre, le Malleus Maleficarum, que sa première édition date de 1486. Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. Il m'a complètement tourneboulé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment des personnes ont pu imaginer, ont pu faire preuve d'une telle cruauté pour éradiquer. Tu avais vraiment l'impression qu'ils voulaient éradiquer les femmes, quoi. C'était vraiment horrible. Je sais pas si tu l'as lu en entier, ce livre, Alina. Alors, je le connais comme beaucoup. Je l'utilise aussi pas mal autour du Malleus dans mes arts de chansons. Mais je ne l'ai jamais lu en entier parce qu'effectivement, il est trop compliqué. Alors, pas compliqué à lire, on est d'accord, mais tout ce qu'on y lit est tellement énorme en sombrerie que c'est compliqué en fait d'aller au bout. Émotionnellement, c'est vrai que c'est très dur, mais je pense que c'est important de le lire. C'est fou, toutes ces persécutions qui ont été faites majoritairement aux femmes, et pour des futilités, pour des choses qui à mon sens n'avaient pas lieu d'être. Comme je te l'ai dit, je l'ai lu entièrement il y a plusieurs années. Je pourrais même plus te dire exactement combien de temps. Par contre, je compte le relire et je pense que c'est important de lire ce livre, même si il est compliqué à lire. Et dans ce livre, tu peux y voir, par exemple, on peut y lire avec la première femme, il y a un défaut de formation parce qu'elle a été faite avec une côte tordue et donc opposée à l'homme, tu vois. Et ça, en fin de compte, elle est perçue comme un vivant imparfait. Alors, et elle déçoit toujours. Donc ça, c'est la cause de tous les maux. Alors, juste pour info, là, ce que tu expliques, oui, c'est le Malleus, mais c'est une vision monothéiste de la femme surtout. Ah oui, mais pourquoi c'est une vision monothéiste de la femme? Tu sais très bien qui c'est qui a écrit le Malleus. C'est des chrétiens. C'est en plus c'est deux Strasbourgeois, donc c'est vraiment compliqué et ça tu le retrouves évidemment dans tout le livre, cette vision de la femme, justement parce que Henri Isthirotouris, j'ai toujours du mal à prononcer son nom de famille à lui, et son homologue, les deux qui ont écrit le Malleus, ils étaient vraiment imprégnés de ce côté catho, avec Jacques Sprenger, et ils ont vraiment cette vision de cette femme qui a des défauts, cette femme imparfaite, et par elle vient tous les maux du monde, tu vois.
Donc voilà, Et ils vont galvaudée. même plus loin. On peut voir dans d'autres versions, on apprend que l'homme a été pétri par Dieu dans une grosse motte de terre. Tu sais, dans le récit biblique, il y a 2 formes de création. Hein. Et en fait, ils disent qu'il restait plus assez de matière au moment de faire la femme. Et l'opération réussit moins bien. Avec les restes de terre, ils ont créé le singe et les pygmées. Et pour eux, tout naturellement, la femme se trouve entre l'homme et le singe. Il n'y a rien de plus normal, tu vois. Non, c'est clair. Et si tu continues, tu découvres que la femme est pourvue des plus grands défauts, tels que la cruauté, la cupidité, l'arrogance, le mensonge, la paresse, la dissimulation, l'impudeur, la frivolité, l'esprit de vengeance, l'inconstance. Elle a vraiment tous les défauts possibles et inimaginables, tu vois. Hein. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que la femme se sent si mal depuis toutes ces millions d'années, parce qu'on rabâche encore et encore ce type d'informations, alors que ça ne devrait même pas avoir lieu d'être, en fait. Oui, c'est clair. C'est vrai que ces dominicains et inquisiteurs, ils ont fait énormément de mal, tu vois, et c'est encore là. Et il y a même un dicton qui disait femme, lune et vent changent souvent. Tu vois, on est réduit à un côté instable quelque part, tu vois. On a tous les défauts. Alors là, moi je le dis, je l'étoffe avec des mots, on va dire soft, parce que dans le livre, c'est beaucoup plus cru, hein, comme donc, tu as pu le constater par toi-même. Hein. Donc il faut prévenir quand même les enchanteurs, si jamais vous voulez lire ce livre, c'est très glauque. Donc oui, et je dirais que faut pas le lire trop jeune non plus. Hein. Oui, parce que sinon on en prend plein. Voilà. Ouais, même 20 ans ou 21 ans, c'est peut-être encore jeune, hein, selon les cas, quoi. Et avant, non, pas du tout, quoi. Faut le lire plus tard. Hein. C'est clair. Et donc, on passe à la suite, Mimi ? Oui, on va arriver à l'hébreu. D'accord. Alors, le monde correspond à la 21e lettre de l'alphabet. Alors, celle-ci s'appelle Shin. En français, c'est le S. Hein. Sa valeur numérique, c'est 300. Hein. Alors, le Shin, ça veut dire dent ou trident. Tu vois, si tu regardes, elle a vraiment la forme de trident, hein, cette lettre. C'est vrai. En gématrie, comme je te le disais, ça représente le 300. Le symbolisme, donc la dent, le trident, le feu divin. Hein. Les couleurs qui sont associées, c'est le feu, c'est le jaune jusqu'à l'orange. Hein. Et la signification, c'est la force vitale en équilibre entre la matière et l'esprit. Alors le Shin, il nous invite à trouver notre juste place au sein du tout. Ça correspond bien au monde aussi, hein, tu vois. On a tous les éléments et ce personnage central, il essaye de trouver sa juste place. Shin, là-dedans, c'est la force vitale qui prend racine dans la matière pour en sortir et s'épanouir. Shin, le trident, hein, est une arme des divinités de la mer, hein, qui renvoie à la Trinité. Hein. Alors attention, la Trinité, c'est pas que Cato, hein, c'est aussi les rayons du soleil, la foudre et les éclairs. Hein. Et si tu regardes Poséidon chez les Grecs, Neptune chez les Romains, hein, je reviens à mon dieu romain, hein, j'y tiens, Lina. Hein. J'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Oui. Ils étaient des dieux de la mer qui possédaient quoi ? Ils possédaient un trident, ces dieux-là. Hein. Neptune. Oui. Oui, c'est ça, Neptune. Oui. Oui. Et ils avaient quoi ? Des sortes de chevaux. Hein. Regarde, je t'ai trouvé une gravure. Hein, j'ai vu. Ouais. Elle est belle. Hein. Et on retrouve de nouveau le cheval bovin sur notre lame, tu vois.
Alors maintenant, on va passer au 300. Alors j'ai décortiqué le symbolisme du 300. Je sais pas si tu étais déjà allé chercher le symbolisme aussi haut des chiffres. Pas du tout. Alors le 300, tu verras, il est intéressant parce que c'est le nombre de l'activité indépendante et libre. Et on peut dire aussi que c'est l'accomplissement dans un cercle ou encore dans un cycle d'une année. Et ça représente vraiment très bien cette lame, parce qu'avec le 21, on arrive à l'accomplissement, et cette mandorle que toi tu appelais le cercle, eh ben on a ce cercle ou cette mandorle qui est également présent sur la lame. Et quand on arrive à la lame 21, eh ben on arrive à la fin du cycle de toutes les lames, tu vois. Donc c'est pas anodin la symbolique du monde là, de cette 21e lettre qui correspond au monde, tu vois. Tout est lié, hein. Et si tu décortiques, tu vas plus loin. 300 égale 3 fois 100. Eh ben c'est l'harmonie infinie. C'est un peu comme le 8, on le disait en fait. qu'on recherchait l'harmonie avec cette lame. Mais c'est un peu comme le 8 en fait, je me rends compte. Parce que c'est aussi l'harmonie infinie, c'est l'infini le 8. Oui, mais là c'est encore c'est vraiment une certaine puissance vu qu'il y a un double zéro, tu vois. Oui, je comprends. Ensuite, on arrive au 3. Donc le 3, c'est la symétrie, la dualité qui réconcilie, tu vois, l'unité et l'équilibre. Donc tu as vraiment ce côté fort et puissant. Et comme je te l'avais dit un peu avant, ça représente le guimel, la 3e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la lettre du déplacement et du mouvement. Et donc, quand on chemine dans un cycle, on se déplace, on bouge. Et le 100, c'est l'infini du cycle, autrement dit du cercle. Hein. Et on est vraiment en présence du cercle et de son centre. Et on le voit bien également sur la lame avec la mandorle en plein milieu. Hein. Shin nous invite à nous questionner sur nos capacités de reconnaître et d'utiliser notre force vitale en équilibre entre manière et esprit. On en parlait aussi avant, tu vois, de l'ancrage, la matière, le terrestre et le côté céleste esprit, tu vois. Eh ben, il est présent aussi avec cette lettre hébraïque. Et en conclusion, on peut dire que le Shin est l'impulsivité, l'inconscience, la reconnaissance des dons, l'espoir, la confiance en la vie et la récompense. En tout cas, c'est comme ça qu'on termine la 3e partie, Mimi ? Oui, c'est comme ça qu'elle se termine et je pense que moi je dois te chambouler avec mes visions de choses particulières. Depuis le début de cette émission, alors que je parle pas de cette émission de là d'aujourd'hui, mais depuis le début du voyage au cœur du tarot, donc ça commence à faire maintenant, Mimi, 2-3 ans là déjà au moins. Oui. Il y a une évolution qui se met en place, donc voilà, c'est énorme. Donc c'est vrai, et puis c'est bien ce côté interactif qu'on a. Bref, les amis, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après, Mimi. Oui, et pourquoi pas mettre ta chanson du Maleus Maleficum là. Eh ben écoute, si tu veux. Alors attention, parce que bon, forcément, le sujet, il est triste et sensible. Oui, mais bon, on a quand même un petit peu abordé le Maleus, hein. C'est vrai. Donc bon, je vais mettre le Maleus. C'est une demande de Mimi. Eh ben c'est gentil, merci Alina. Donc à tout de suite. Oui, à tout de suite. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Eh bien, on se retrouve, mes très chers enchanteurs, pour la 4e partie donc de la lame du monde. Et je suis toujours avec Mimi. Oui, on va faire cette dernière partie ensemble. On va essayer d'interpréter cette lame et de se l'approprier. Alors, que de mystère autour de cette lame ? Eh oui.
Et oui, oui. Quoique tu as quand même tu as déjà pas mal montré des choses autour des premières, deuxième et troisième parties. Hein. Donc... Ah oui, j'ai amené, on va dire, le chemin à là où je voulais en venir, hein, pour arriver à cette dernière étape. Et pas des moindres, qui est le message. Exactement. Alors avec le monde. Alors derrière les étapes du chemin initiatique, hein, protection, sagesse, émane de cette lame. Elle est aussi l'une des 3 lames les plus lumineuses avec l'étoile, la 17. Hein, tu t'en souviens de cette étoile, hein, qu'on a abordée là il y a pas longtemps, hein. Oui. Et petit oiseau. Oui, petit oiseau. Ah non, on commence pas avec lui. Et c'est la fin de l'émission, hein, presque. Et après tu vas dire que je suis trop longue. Et avec le soleil qui était la lame 19, je pense que tu t'en souviens aussi de celle-là, même si ça fait un peu plus longtemps. Tout à fait, et d'ailleurs, cette lame est en ligne sur notre chaîne YouTube Witches TV pour info. Voilà. Et là, on va faire on va revenir en arrière, où je vais te parler de la lame 2, ça fait un moment, celle-ci, la papesse, hein. Tu te souviens, elle a sur ses genoux un livre ouvert, hein, livre de la connaissance, qui nous ouvre le chemin. Mais quel chemin? Le chemin d'une vie, le chemin initiatique. Et c'est pas anodin dans les 2 cas que ce soit une femme qui nous montre le chemin. Tu te souviens, la papesse avec son grand livre? Oui. Et en fait... Et on termine avec le monde, nouveau une femme. Hein. Cela montre que le principe féminin est indispensable tout au long du chemin. Je sais pas si tu t'en étais rendu compte avec le tarot. D'accord, en fait, le féminin est indispensable tout au long du chemin. Voilà, même si par le passé, on a voulu, quand on est passé au patriarcat, hein, avec notre histoire, mettre, on va dire, les femmes sous tutelle, qu'elle ait moins d'influence, ben non. La femme a toute sa place. Quand on arrive dans la lame 21, tout ce qu'on devait apprendre est acquis et on l'a affranchi. C'est une étape de notre vie et celle qui nous montre le chemin dans le tarot, bah, c'est une femme. On commence avec la papesse et on termine avec le monde et c'est toujours une femme. D'accord. Oui, c'est vrai que j'avais pas perçu ça, moi, perso. Et en fait, le féminin est la clé. Ah bah voilà. L'évolution. Désolée, messieurs. Hein. Et ça mérite des poussades d'étoiles. Alors, il y a aussi autour de cette femme une mandorle, hein, et avec 3 couleurs, hein, jaune, bleu, rouge. Ça, j'en avais parlé au tout début, hein, tu t'en souviens. Hein, et cela nous montre le côté de sainteté. Cette mandorle, alors de plumes, de laurier, comme on veut, nous met en avance ses propriétés médicinales et purificatrices en cas de souillure morale. Donc, en fin de compte, quand tu as atteint le degré ultime de l'éveil spirituel, tu as enlevé toutes tes impuretés, tu vois. Et c'est ce que représente la mandorle. Tu peux faire, tu sais, le parallèle chez nos amis égyptiens. Quand ils pèsent l'âme avec la plume, qu'il faut que la plume soit plus légère que l'âme, non, que l'âme soit plus légère que la plume. Et ben là, on peut voir ce même symbolisme, tu vois. Autrement dit, chez nos amis égyptiens, il faut qu'il n'y ait pas de souillure dans l'âme, mais là aussi, quand tu es arrivé à ton chemin, que tu as cheminé jusqu'au monde, ça veut dire que tu es arrivé à enlever toutes tes souillures et que tu as atteint un degré de l'éveil spirituel, un degré de ton chemin de vie. Et cette mandorle aussi peut faire référence à l'allégorie, tu sais, de l'œuf sacré, la matrice universelle, à l'origine du tout. On en avait déjà parlé, l'origine du tout. Hein.
Et la mandorle, tu vois bien qu'elle a une forme d'œuf, elle est pas ronde, elle est plus ovale. C'est vrai que ça ressemble à un œuf en fait. Ouais. Voilà. Bon, j'ai pas voulu te contredire au début quand tu parlais de cercle parce que je voulais pas spoiler pour la fin, tu vois. Oui. Mais on a tu sais, le principe, l'œuf, c'est comme le bourgeon. Tout est présent, mais tout n'est pas encore développé, mais tout est là. C'est l'origine du tout, tu vois. Et on a ce même symbolisme-là, tu vois. D'accord. Donc tout est à l'intérieur de l'œuf. Il faut qu'elle éclose en fait. Voilà, on peut le dire comme ça aussi. Alors je t'avais parlé aussi au tout début de la fameuse jambe pliée. Oui, je me souviens. On a l'impression qu'elle danse. Voilà, debout sur un pied. Mais je t'avais parlé aussi de l'empereur, l'arcane 4, et du pendu, l'arcane 12. Je te les ai mis en image toutes les trois pour te montrer ce jeu de jambes. Alors je vais aller voir parce que j'y suis. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. D'accord, oui. Donc tu as les trois lames, c'est les trois seuls qui ont cette particularité d'avoir une jambe pliée et presque pratiquement de la même façon. Alors les deux premières lames, tu vois que ils sont sur la jambe gauche et que qui est plié et pour tout le monde c'est la jambe droite, tu vois, au niveau de celle du monde. Et en fait, on peut y voir là que notre femme s'appuie sur sa jambe droite. On a le principe actif, conscient. Une porte est ouverte vers le futur. Alors que l'empereur est en appui sur sa jambe gauche, le pendu est suspendu par sa jambe gauche. Là, tu vois un principe passif. Autrement dit, tu peux dire que ce n'est pas le moment de l'action. Et tu vois bien qu'il y a une évolution pour arriver jusqu'au monde. Tu l'as pas vu ? Ah ben non. Tu vois, non, là tu me scotches. Ah, t'as vu, en plus il y a aussi l'aigle qui revient. Oui, ça, l'aigle, il est là, chez notre ami l'empereur. On savait pas non plus, si tu te souviens, si c'était un aigle, si c'était un phénix. On avait déjà eu cette discussion. Je me souviens, oui. Oui. Donc tu vois l'évolution du côté passif, pas le moment d'agir qu'il fallait attendre. On arrive au moment actif. On en a pleine conscience et on a une porte qui est ouverte vers le futur, tu vois. On va continuer. Maintenant, je t'ai mis en dessous, si tu regardes bien, tu as le battleur, l'arcane 1, et tu as de nouveau le monde, celle avec qui on travaille aujourd'hui, la 21. Dans la main gauche comme pour le battleur, tu vois, il y a la baguette. On retrouve la même baguette, principe masculin. Exact. Et on peut dire que c'est en lien également avec la verticalité, tu vois. Oui. Et le feu. On voit bien toute cette force du masculin qui est présent dans cette baguette, tu vois. Cette baguette nous renvoie aux origines, au commencement de notre chemin. Tu vois, la boucle est bouclée. On a commencé avec la baguette de l'apprenti, du battleur, pour arriver à la fin du chemin, toujours avec notre baguette, mais on a appris à s'en servir, à se l'approprier, on voit le chemin parcouru. Tout à fait. Ça, c'est vachement beau de voir comme ça, en fait. C'est vrai qu'il faut les associer aussi ensemble. Pour c'est un tout, tu vois. C'est vraiment pas anodin et on se rend bien compte que dans le tarot, il y a une évolution. C'est pas des cartes isolées, Et peut-être même que dans la main gauche du battleur, c'est même une fiole. Si on prend une corrélation, une fusion des deux. Parce que tu vois, le battleur, ses tenues, en fait, toute sa tenue au niveau des couleurs représente
Enfin, moi je dis le cercle, mais c'est l'œuf en fait. Voilà, on voit bien, il y a toutes les couleurs de l'œuf en fait sur lui. Ouais. Et puis pareil, il regarde au même endroit. Non, il y a vraiment un lien entre les deux. Oui, mais j'ai pas pris les cartes au hasard. Hein. Je me doute. C'est à force de les regarder, de les décortiquer, de faire des recherches, tu vois, que j'en suis arrivée là. Hein. Et les deux regardent au même endroit, quoi. Ouais. Et ils ont quasiment le même regard, hein, si tu fais un agrandissement. Ouais. On a même l'impression symboliquement que on commence par le battleur, donc l'énergie masculine, pour finaliser l'énergie féminine, quoi. Oui, mais c'est une énergie masculine du battleur avec ses bouclettes, tu vois. Il est encore, c'est plus un ado qui se cherche, hein, qui évidemment, hein, battleur c'est masculin, mais il va apprendre à s'approprier aussi sa part de féminité, tu vois. Comme à un moment donné, je te disais, dans tout être, que ce soit un homme ou une femme, il y a une part féminine, une part masculine pour un homme, mais aussi pour une femme, tu vois. Il faut trouver l'harmonie entre les deux. Et ben, on peut dire que notre battleur a réussi à trouver son harmonie à lui aussi, tu vois. Oui, je comprends. Alors, dans sa main droite, on avait donc dit qu'on pouvait y voir une fiole. Cette fiole est en lien avec l'harmonisation. Hein. Elle nous indique qu'on est arrivé au stade de l'éveil, tu vois. Par contre, on ne connaît pas son contenu exact. Alors, on pourrait se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiole? Est-ce que c'est un élixir de vie? De longue vie? De vie éternelle? Ben, le mystère est entier, hein. Mais je pense, je sais pas, toi t'en penses quoi? Alors là, bonne question. Là, instinctivement, je suis déjà tellement perturbée par tout. J'essaie de me remémorer un petit peu toutes les émissions et on en a fait pas mal. C'est pas évident, quoi, de trouver. Je pense qu'en fait, c'est le chemin de toute une vie. Ah bah ça c'est clair, c'est le chemin de toute une vie et je pense qu'il n'y a même pas de réponse type, mais que chacun détient la réponse le concernant. C'est chacun y voit autre chose dans cette fiole. Donc tu veux dire qu'elle est unique à chaque personne? Oui, parce qu'on n'aura pas tous fait le même chemin. Oui, on n'aura pas tous évolué de la même façon, tu vois. C'est vrai. Mais par rapport aux couleurs qui sont associées, on a peut-être aussi des petits tips qui nous sont transmises, quoi. Oui, mais la fiole, tu vois, de notre amie qui est dans le monde, elle est de couleur chair, mais on peut dire que c'est un contenant opaque. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai. C'est pour ça que je pense que chacun détient la réponse le concernant. Chacun met dans cette fiole l'élixir dont il a besoin à l'instant T ou l'élixir qu'il a eu besoin tout le long de son chemin, tu vois. Oui, je comprends. Alors la couleur du personnage féminin, cette fameuse couleur chair, nous montre qu'elle est quand même bien ancrée dans la matière et dans sa condition humaine. C'est pour ça aussi qu'on lui a enlevé, à mon sens, ses vêtements. C'est vraiment pour montrer ce côté ancrage dans la matière, tu vois. Contrairement au battleur où lui, il est tout foufou, là, habillé comme l'as de pique en vacances. Il a presque toutes les couleurs sur lui, tu vois. Il fallait qu'on entende l'expression merveilleuse de Mimi. L'as de pique en vacances. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sortie. Oui, j'avais pas de raison de la sortir jusque-là. Hein. C'est vrai. Il t'inspire, le battleur. Il t'inspire, moi je te le dis. Bah oui, parce que le battleur, c'est comme l'œuf, c'est comme le bourgeon. Tout est là, mais
tout est à construire, tout est déjà présent, tout est en lui, mais il le sait pas. Il manque plus qu'il le découvre en analysant toutes les cartes. Voilà. Entre autres. Et c'est comme ça qu'il va apprendre avec son chemin de vie, son chemin dans la matière, son chemin spirituel, et c'est ce qui va le former, tout en étant ancré. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux animaux et aux personnages, et faire qui sont autour de la mandorle, et faire du point de vue astrologique. Alors là, j'aurais sûrement besoin un petit peu de toi, Alina. Alors l'ange, il représente le Verseau, l'aigle, le Scorpion, le fameux cheval, bœuf, bovin, c'est le Taureau, et puis le lion, le lion. Alors pour nos amis chrétiens, cela fait référence à la vision d'Ézéchiel. Donc cela signifie que lui, il a vu dans l'Ancien Testament les 4 personnages que tu vois autour de la mandorle. Pour lui, l'ange, ça représente l'homme. C'est en lien avec l'évangéliste Matthieu. L'aigle, c'est Jean. Le taureau, c'est Luc. Et le lion, c'est Marc. Et si tu regardes, chaque culture va y trouver sa référence, que ce soit le monothéisme ou le paganisme ou l'astrologie. Chacun va y voir une force et une représentation dans ces 4 personnages qui lui est propre. Et si l'on regarde plus attentivement cet animal, on va dire cheval bovin, qu'est-ce que c'est ? En fin de compte, on ne sait pas trop. Est-ce un taureau ? Mais il n'a pas de cornes, on lui aurait peut-être coupé les cornes. Est-ce que c'est un cheval ? Est-ce que c'est une vache ? Pareil, on lui aurait coupé les cornes aussi. Est-ce que c'est un âne ? On a un peu plus de mal à définir cet animal, mais on peut constater qu'on peut partir du principe que c'est un bovin. Mais le mystère reste entier. On peut se dire que on va prendre l'hypothèse du taureau, et le taureau, c'est la force, c'est l'endurance, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Et en astrologie, il est en lien avec la Terre et sa polarité féminine. Alors ensuite, si on parle de l'hypothèse que c'est une vache, comme dans certaines d'autres peuples et d'autres mythologies, on sait que la vache, elle est en lien avec la terre nourricière et la fécondité. Elle est aussi en lien avec la lune pour différents peuples et notamment les Sumériens. Et les cornes, malgré qu'elles sont pas là, mais chez notre amie la vache, symbolise les croissants de la lune. Pour les Védiques, la vache est un animal psychopompe. Alors psychopompe, vous le savez, ça vient du grec, qui veut dire guider les âmes. Bref, notre vache serait un conducteur des âmes des morts et un guide. Et on a cette même corrélation avec le cheval, qui lui est un symbole gnomien. J'ai toujours du mal avec ce mot, qui lui est en lien avec les divinités infernales ou telluriques, celles du monde souterrain, parce que le cheval, il est à la fois magique et redoutable. Il peut surgir de la terre ou des fonds des océans. Il annonce la vie comme la mort. Et si on dit que c'est un âne, on peut y voir une contradiction importante entre un animal tendre et humble et en opposition avec son côté bête et obstiné. Qui, soit dit en passant, pour moi, un âne n'est pas bête, mais bon, ça c'est... On va pas rentrer dans ce sujet-là. Cela dit, on voit bien qu'avec tous ces animaux, on est dans des animaux terrestres et on est toujours ancré dans ce côté matière.
En haut à gauche, on a l'ange, qui nous rappelle l'arcane précédente, l'ange qui était dans le jugement, on se souvient dans l'arcane 20, qu'on a déjà vu également ensemble. Et l'ange est pareil, il est sur un nuage blanc, absent de souillure, contrairement à l'ange du jugement qui lui avait un nuage bleu. Et on peut y voir l'évolution de l'homme, tu vois. On a avancé de nouveau sur ce même chemin. On peut faire également ce même parallèle avec le bouclier de l'impératrice, le bouclier de l'empereur et l'oiseau qui est en haut à droite sur l'arcane du monde. On voit cet aigle phénix qui est donc ce fameux roi des animaux, le roi des airs, et il a une forte énergie solaire. Quand il est là, on voit bien qu'il est vraiment présent, qu'il en impose. Et on sait que tout est là. Donc j'ai mis sur le plan les 3 représentations de ces oiseaux. Et on peut dire qu'il y a quand même une différence, mis à part qu'il est tourné différemment, celui de l'impératrice. L'impératrice, il les regarde tous les 2 autres. On peut voir que cet aigle phénix a quitté son bouclier. Donc une fois de plus, il a évolué, il a avancé sur son chemin. On avait vu celui de l'impératrice, il commençait un petit peu à bouger les ailes. L'empereur, il a déployé les ailes. Et maintenant, dans le monde, il a quitté son bouclier, comme je viens de vous le dire. Et il s'est affranchi de tout. Il est arrivé au bout du chemin et il repose maintenant sur le nuage blanc. Et on peut voir son ascension, son pouvoir temporel, son autorité spirituelle, son évolution est vraiment flagrante, si on regarde bien. Pareil pour le lion, il est le symbole royal. Comme on l'en avait évoqué avant, on dit bien que c'est le roi des animaux. Il est solaire, il a un fort lien avec le feu, le ciel, la terre, et on voit bien aussi son évolution, où on voit dans la lame de la force où le personnage féminin essayait de dominer ce lion. Et là, on le voit bien couché, docile, ancré, et on sait que le lion est à la fois symbole de force, de justice, de sagesse, de pouvoir. Avec son auréole, il symbolise l'autorité et le spirituel. Alors, cette lame a un fort lien avec le soleil et le divin, et l'on voit bien l'évolution avec le monde. On est moins dans la matière, plus dans le spirituel. Au bout de notre chemin, avec le monde, on a franchi un cap, une porte, ou on peut aussi dire ça, ou alors on a atteint notre but, on a franchi un nouveau plan de conscience aussi. Toutes les énergies de la vie sont représentées. L'homme incarné, l'ange, a besoin de respirer, l'aigle, de nourriture, alors bœuf, taureau, vache, et de feu pour se réchauffer ou cuire sa nourriture grâce à la lumière du lion. Donc on voit bien qu'il y a toute une évolution et toute une corrélation entre tous ces personnages qui sont sur la carte. On a quelques mots-clés la représentant. Alors on peut dire que c'est la réalisation totale, c'est l'âme, c'est la plénitude, c'est le succès, le génie, l'accomplissement, la gloire, la récompense, la naissance, la nouvelle naissance, la renommée, la réunion, la plénitude, l'accord parfait. C'est vraiment une carte très positive. Et pour s'approprier cette lame, comme je le dis souvent, pourquoi pas la poser sur sa table de nuit, ou alors pourquoi pas
lors de vos prochaines vacances qui vont venir ou lors d'un week-end. Pourquoi pas aller dans un zoo ou dans une ferme à la rencontre dans un zoo, pourquoi pas aller voir les lions, et dans une ferme voir les taureaux et apprendre un peu plus de choses sur ces animaux-là et également sur l'aigle. Alors je ne sais pas s'il y en a partout en France, mais en Alsace, il existe, ça s'appelle la volerie des aigles, où on voit un endroit avec que des aigles. J'en ai fini avec le message du monde et on va continuer notre appropriation avec la lithothérapie. Waouh, ça promet du bouillon, les amis. Et on va aller voir les pierres. Alors c'est une pierre que j'ai déjà beaucoup entendu parler mais que j'ai jamais vue en vrai, et la deuxième pierre que je ne connais pas. Alors la première pierre, c'est la météorite. Je sais pas si tu en as déjà vu en vrai, Alina. Non, pas du tout. Alors si un jour t'en trouves une au détour d'une promenade, si tu la mets dans ta poche, elle augmente la production de globules rouges. Et si tu la mets sous ton oreiller, elle permet de voyager loin dans l'univers et dans des plans supérieurs de la spiritualité. Wow. Et posée sur ton cœur, elle permet de développer ta conscience spirituelle. Et c'est pas anodin, je pense qu'on en manque tous de spiritualité, même si on est en quête de spiritualité, je pense qu'on n'en a jamais assez. Évidemment, il faut un équilibre avec le matériel, mais je pense que c'est pas inintéressant d'aller explorer ce domaine-là. Eh ben c'est vrai, tu as bien raison, ma petite Mimi. En tout cas, c'est tout un programme. Oui, je confirme. Et maintenant, nous allons voir l'azurite cristallisée. Alors, je la connaissais pas du tout. Je trouve assez sympathique cette incrustation de bleu avec ce jaune sur le côté et le noir et le gris de l'autre. Alors, cette pierre permet l'élévation spirituelle, une fois de plus. Posée sur le cœur, elle accélère la guérison. Autour du cou, elle chasse la tristesse et la mélancolie. Sous l'oreiller, elle nous amène vers d'autres plans divins et permet une fois de plus l'élévation spirituelle. Elle permet également le développement de l'intuition ainsi que la communication avec les autres mondes spirituels. Et je pense que c'est pas anodin, ces deux pierres en lien avec le spirituel par rapport à notre arcane du monde, parce que c'est vraiment le chemin initiatique, le chemin qui va nous permettre d'évoluer et de nous transcender. Et nous allons continuer avec les plantes ou les huiles essentielles. Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que concernant les huiles essentielles, je vais vous en parler brièvement. Pour plus d'informations, je vous invite à écouter Isilionne dimanche matin dans son émission, qui sera dans le réveil des sorcières. Des enchanteurs, pardon. Alors, on va parler de l'épinette blanche, Picea glauca. Alors, tu vois, ça ressemble un peu à des thujas, des sapins, cet arbre bien vert. Oui, c'est ce que je vois. C'est assez original. Ouais. Alors, au niveau physique, directement sur la peau, elle calme des douleurs telles que les tendinites, les rhumatismes, mais aussi soigne l'acné et les mycoses. Sur le torse, elle a des vertus expectorantes. Dans un diffuseur, elle favorise la concentration. Au niveau spirituel, en inhalation, elle permet d'emmagasiner un savoir en nous qui se révélera unique pour affronter les aléas de la vie, émotionnellement et mentalement. En massage, elle stimule le moral et instille des pensées positives. Maintenant, nous allons voir le lotus rose. Alors, Nelumbo nucifera. Alors, tu vois, il est joli, ce lotus rose là sur l'eau. C'est ce que j'étais en train de me dire. Comme quoi, tu lis dans mes pensées. Je le trouvais trop mignon. C'est vrai, il est trop mignon.
Tu m'attribues des pouvoirs que je n'ai pas, Lina. Des pouvoirs phénoménaux. Non, mais dans ce moment, parce que je te jure, au moment où tu dis ça, je regarde et il est trop mimi. Alors, au niveau physique, en massage, elle permet de décontracter les muscles et elle renforce également le système immunitaire. Elle a également des vertus désinfectantes, cicatrisantes au niveau des plaies. Au niveau spirituel, en massage, elle harmonise l'aura. Ça, c'est pas inintéressant d'avoir son aura qui est harmonisée à son corps. Parce que ça aussi, on oublie souvent d'en parler de l'aura, mais c'est aussi important pour notre bien-être. Je sais pas si ce que tu en penses de ce côté-là de l'aura, Nina. Ben, là, tout de suite, là, tu me parles de l'aura, moi, je pense à Laura Chou. Rien à voir. Mais oui, je pense comme toi. Effectivement, avoir une aura. Alors moi, je les vois pas. Hein. Il y en a qui sont super doués pour ça. Moi, je sais pas les voir, hein, perso, voilà. Mais on ressent quand même quelque chose. Tu sais, quand on est à proximité de certaines personnes. C'est vrai. Moi non plus, je la vois pas, mais je connais quelqu'un qui m'avait dit que j'avais une belle aura de couleur bleue, un beau bleu. Oh. Moi, je l'ai jamais vu. Hein. Je lui fais confiance, d'autant plus que j'aime le bleu. Ah, et oui. Et je peux pas t'en dire plus parce que je vois pas les couleurs de l'aura. Et en méditation, elle permet le développement des facultés extrasensorielles, émotionnellement et mentalement. En massage, elle réconforte lors des crises d'angoisse ou d'anxiété. Sur l'oreiller, elle permet un sommeil profond et paisible, ce qui n'est pas inintéressant parce qu'on a des périodes où des fois on a du mal à dormir. On va maintenant arriver au niveau des chakras qui sont associés à cette lame. Alors on a le chakra majeur qui est racine et troisième œil. Alors le chakra racine est en lien avec la note Do et le chakra du troisième œil est en lien avec la note La. Alors vous allez être étonnés pourquoi je vous parle de deux chakras alors que d'habitude j'en parle qu'un. Eh ben pour cette lame, eh ben on en a deux. Donc c'est pas inintéressant d'écouter ces deux notes l'une à la suite de l'autre ou de mettre les deux notes en même temps si on y arrive. Et ça nous permettra de faire élever notre taux vibratoire. Alors Alina, est-ce que tu peux nous faire écouter ces deux notes, à savoir le Do et le La, s'il te plaît? Bien sûr. Donc c'est parti. D'abord le Do et ensuite le La. Merci Alina. Et ensuite le chakra mineur, il correspond à l'oreille. Alors le chakra mineur de l'oreille est en lien avec le chakra majeur de la gorge. Et là, le chakra majeur de la gorge correspond à la note Sol. Alina, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire écouter la note Sol ? Bien sûr, donc c'est parti les amis. Note Sol. Merci Alina. Alors je tenais à faire encore une précision, encore un laïus habituel. Attention, je ne suis pas médecin. Si vous souffrez de l'un de ces maux, même si c'est le sommeil, si c'est l'anxiété, peu importe lequel, une crise d'angoisse, une plaie, peu importe, allez voir votre médecin traitant. Lui seul saura vous donner le traitement approprié. Je le répéterai jamais assez. Et tu as bien raison d'insister, Mimi, parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais en fait, tu n'es pas médecin, on n'est pas médecin. Donc non. C'est vraiment indispensable. Allez voir votre médecin traitant. Lui seul saura
vous donner le traitement approprié. Hein. Je l'insiste, je le répète une deuxième fois. Hein. Et tu fais bien. En tout cas, c'était une merveilleuse émission, Atini, vraiment. Eh ben, je te remercie, Alina. Donc, apparemment, tu as dû apprécier c'est cet arcane du monde, cette carte qui est vraiment lumineuse et une des meilleures lames du tarot, parce que là, on a atteint le but, on est arrivé à l'accomplissement au bout de notre chemin. On a réussi. Oui. Mais un autre chemin va s'ouvrir à nous. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est pas une fin en soi. Hein. Totalement. Eh bien, merveilleux, ma petite Mimi, pour cette fin d'émission. Ça y est, c'est fini. Enfin, presque. Eh oui. Parce qu'il reste encore une lame. Oui. Qui a pas de numéro, hein. Qui a pas de numéro. Oui, tout à fait. Alors, quoique, il y en a qui l'appellent la 22 quand même. Oui, il y en a qui l'appellent la 22, d'autres l'appellent la 0 aussi, ou la 1. Oui. Mais dans l'absolu, elle n'a pas de numéro. Donc, Mystery Boule de Chewing-Gum, donc c'est le mât. Le mât. Certains l'appellent le fou aussi, hein. Ah, dans mon tarot, on l'appelle le fou. D'accord. Ouais, mais dans Marseille, c'est le mât. Alors, il y en a qui disent mat, et il y en a qui disent mât. Tu vois, à lui tout seul, il y a déjà rien que son nom et son nom numéro. C'est clair. Il y a déjà de quoi dire. C'est clair. En tout cas, ce qui est merveilleux, déjà c'est notre dernière, toutes les deux, pour cette émission type du Voyage au cœur du tarot. Donc, je ne te cache pas que j'ai une certaine émotion de me dire, ça y est, en fait, c'est fini. À deux pour ce type d'émission. Elle le sait, Mimi, parce qu'on a passé encore un enregistrement rock'n'roll. Mais voilà, pour te dire à quel point j'ai été émerveillée de passer tous ces mois en ta compagnie et en la compagnie des auditeurs, à apprendre à connaître, à décortiquer ces lames. C'est pas totalement fini puisqu'on se retrouve le mois prochain pour la dernière, bien sûr. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se clôt, en fait. C'est la boucle, se boucle, en fait. Et donc, merci pour toutes ces années, tous ces mois passés en ta compagnie, à te découvrir, à découvrir Papus, ta manière de voir et de transmettre les choses. Vraiment, Mimi. Merci. De rien, Lina. Merci d'avoir cru en moi, à ma façon particulière de voir le tarot et d'avoir fait tout ce chemin ensemble. Et tu vois, ce chemin qu'on a fait ensemble, on peut se dire que c'est comme le chemin du tarot. On a cheminé toutes les deux ensemble. C'est peut-être la fin d'un chemin, mais il y aura sûrement un nouveau chemin avec nous deux dans les temps à venir, même si aujourd'hui je ne sais pas encore de quelle nature il sera. Tout à fait, à deux ou à plusieurs, mais ce n'est pas la fin d'un tout, on est d'accord. C'est la continuité d'autre chose. Non. Tout à fait. C'est la fin d'un chemin, mais d'autres chemins vont s'ouvrir à nous dans le futur. Voilà, donc je suis très émue, les amis, franchement, parce que je peux vous dire que toutes ces années passées avec Mimi, à faire ces émissions, ça prend au cœur, en fait. On apprend à se connaître, à se découvrir, on passe du temps ensemble. Les émissions, vous les entendez, elles sont de 2 heures, mais en fait, les enregistrements parfois prennent beaucoup plus de temps, puisqu'on papote avant, on papote après, on papote pendant. Et c'est vrai que ce sont des échanges hyper nourrissantes. C'est pas juste une émission. Et aussi, concernant ta façon de voir les lames, pendant tout ce temps, tu as aussi énormément évolué et tu as appris à regarder. Et ça, c'est beau, c'est magique, Alina. Mais c'est grâce à toi, Mimi, et à Papus. Voilà. En tout cas, on t'embrasse bien fort, ma petite Mimi chérie. Et franchement, on a hâte de se retrouver le mois prochain. Toute dernière émission de la saison sur Antasia, puisqu'après ce coup, on passera en mode vacances. Donc on a, je pense, tous hâte de partir en vacances et de se reposer, de penser un peu à autre chose. Non, Mimi? Oui. Et puis pourquoi pas préparer l'année prochaine aussi. Mais c'est vrai que la Der des Der sera... je pense ça va plaire à beaucoup d'enchanteurs. Il y a une énorme surprise. On n'en dit pas plus? Non, on n'en dit pas plus. En tout cas, on ne sera pas 2. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est la dernière à 2, mais on ne sera pas 2.
Voilà. Et ça va être beau. Ça aurait été Oui, merveilleux. j'en doute pas un instant. Ça aurait été merveilleux de pouvoir le faire en direct. Hein. T'imagines l'apothéose? Mais bon, c'est pas possible, c'est pas bien grave. Il y aura forcément un jour où on fera en live avec Mimi quelque chose. Voilà. Ou pas, on verra. À voir. Le futur. L'avenir nous le dira. C'est ça. Je te fais plein de gros bisous aux enchanteurs. Bisous Alina, bisous les enchanteurs et au mois prochain. Enchanteurs, enchanteresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille.